Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel échange. Alors aujourd'hui, j'accueille Véro qui est massothérapeute et on va parler un petit peu de ce qu'elle fait, de la vision qu'elle a des choses dans le milieu sportif et humain surtout. Donc Véro, écoute, je te laisse te présenter et puis on pourra échanger sur tout ça après. Eh bien, bonjour Sid, merci pour m'accueillir dans ton podcast. Eh bien, je suis vérographe, je suis gérante de Siddhartha Massage, massothérapeute et spécialisée dans les douleurs du sportif et particulièrement dans les pratiquants de force. Voilà, j'ai une formation de médecine traditionnelle chinoise et de techniques de massage de toutes les origines et continents. Et ça fait combien de temps que tu fais ça, à peu près? Je pratique depuis 10 ans. Ok. Et c'est quoi qui t'a donné envie de faire ça et surtout de te spécialiser dans l'univers sportif? Bien, écoute, j'ai toujours eu envie de faire ça quelque part. On a un peu ça en soi, hein, ce type de soins. Et je me suis dirigée tout naturellement vers les sportifs parce que j'étais sportif à la base. Et voilà, quand on est de la maison, on reste à la maison. Ok, je C'est connais tout bien à ça. fait naturel pour moi, en fait. Ok, ok, bon, c'est un petit peu pareil pour moi. Je suis les athlètes de force qui ont des blessures, mais parce que je fais et j'ai fait beaucoup de force et que j'ai été blessée. Et donc, bah, souvent, de fil en aiguille, ton parcours perso aiguille un petit peu ton parcours pro. Mais complètement, oui, oui, complètement. Et du coup, donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est-ce que tu vas utiliser les massages, si ça s'appelle comme ça, ou plutôt la massothérapie, je ne sais pas trop, tu nous diras, mais comment est-ce que toi, tu vas utiliser les massages sur les sportifs? Est-ce que tu vas les utiliser plutôt à des fins de récupération? Est-ce que tu vas l'utiliser plutôt comme soin, entre guillemets, pour pouvoir gérer de la douleur ou pouvoir aider sur une blessure? Comment est-ce que tu travailles avec cet outil-là, toi? Alors, bien, dans un premier temps, les sportifs vont venir chez moi euh, parce qu'ils vont avoir une douleur. Notre première rencontre va être ça. Je rencontre personne qui vient me voir juste pour un contrôle ou un check-up, ou c'est assez rare. Donc voilà, donc ils viennent me voir parce qu'ils ont des douleurs qu'ils n'ont jamais réussi à traiter. Et étant un peu à la fin du parcours, voilà, donc dans un premier temps, je traite la douleur et ensuite je les éduque à être réguliers dans la pratique du massage profond pour justement entretenir la bonne santé de leurs muscles. Et du coup, ben, ce que tu dis, c'est intéressant. Et pourquoi, selon toi, avec la vision que tu as, toutes les connaissances que tu as, le massage, c'est important pour l'entretien, comme tu dis? Bien parce que au fur et à mesure des entraînements, et pas que, hein, il y a tout un monde après et avant les entraînements, mais on va accumuler des tensions musculaires qui vont affaiblir tes muscles et voilà, jouer sur tes performances et engendrer, bien sûr, comme toi et moi on peut le savoir, plein d'autres déséquilibres. Donc c'est pour empêcher ça que euh, la régularité d'un soin ou d'un massage profond, quel qu'il soit, peut être intéressant pour la bonne santé du muscle et pour la performance. Ok. Et est-ce que tu préconises le massage pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des cas où tu vas plutôt refuser, entre guillemets, le massage parce que pour toi, il va être contre-productif à la problématique de la personne? Ou est-ce que tu l'axes vraiment pour tout le monde? Alors, il va y avoir des cas de contradiction, de contre-indication, pardon, comme les personnes qui vont qui vont avoir un cancer ou ce genre de choses. Tu vois, là, il y a des contre-indications au massage très spécifiques. Mais non, si typiquement on vient chez moi déjà parce qu'on a une douleur de type musculo-squelettique, c'est ce que je traite. Donc, du coup, je passe obligatoirement par le massage. Ok. Aussi parce que autant je fais un bilan quand la personne aime bien, tu vois, je fais une expertise, mais mon toucher va être déterminant sur ce que la personne peut avoir. Et du coup, donc tu travailles essentiellement avec une population sportive.
c'est ça? Oui, Ok. excuse-moi, oui. Et, C'est pas peu. ok. Et est-ce que du coup, là, je te parle spécifiquement Oui, pour oui, on va parler spécifiquement. ouais, voilà. Donc, spécifiquement pour les athlètes, est-ce qu'il y a des moments plus propices que d'autres pour avoir recours au massage ou est-ce qu'il y a des moments, à l'inverse, qui sont plutôt à éviter? Est-ce que tu vois, genre, proche d'une compète ou dans une compète enfin, est-ce qu'il y a des contre-indications au niveau timing et à Mhm. l'inverse, est-ce qu'il y a des moments plus propices pour ça? Alors effectivement, les athlètes qui ont l'habitude de venir et qui viennent de façon régulière dans un cadre d'entretien vont venir me voir avant les compètes, parce qu'ils y trouvent vraiment un bienfait, des bienfaits. Mais ils vont venir me voir, allez, on va dire, maximum 4 jours avant. La veille ou l'avant-veille, ce sera trop proche de la compétition, tu vois. Après, des massages en compétition, ben, ça peut être très productif, mais ce ne sera pas les mêmes. Ok. Pas du tout les mêmes. Pardon, excuse-moi. Je t'en prie. C'est quoi la différence du coup entre, au niveau du massage, entre un athlète qui vient te voir 5 jours avant une compète et un massage que tu vas faire dans la compétition? Alors, 5 jours avant la compète, 5 jours, admettons, ça va être du coup un massage où je vais chercher à détendre le muscle, détendre donc, toutes les tensions musculaires, même le système nerveux. Et ensuite, il va y avoir une phase de récupération. Ouais, c'est un peu comme si on faisait pendant une compétition, il faut surtout pas détendre, typiquement. Si on détend le muscle avant de l'utiliser, c'est tout à fait contre-productif. Donc, ça va être un massage beaucoup plus énergique. Il peut être profond, mais rapide, tu vois. Il va y avoir des nuances comme ça. Et du coup, ben, c'est pour ça, comme tu le dis, que les athlètes viennent pas te voir genre 24 heures avant une compète parce qu'il y a une phase de récup derrière, c'est ça? Voilà. Sauf O- si maintenant, il y a vraiment une douleur qui peut l'empêcher de performer le jour de la compète. Ok, ok, ouais, un truc qui limite vraiment ou sans ça, il Ouais, pourrait rien faire. Ok. voilà. Et du coup, dans la compète, à quel moment tu es amené à faire des massages sur une compète? Qu'est-ce qui peut se passer pour que tu interviennes, tu vois? Bien, par exemple, dans le cadre d'une compète de strong, avant une épreuve d'épaule, on va parler d'une dumbbell, tu vois, bien, il se peut que l'athlète ait une faiblesse au niveau de l'épaule et il vient me voir juste avant voilà, pour essayer de performer au maximum. Ok. Et est-ce que tu utilises les massages du coup aussi en post-compète ou pas? Pour Oui, un bien sûr. peu, le côté récup. Récupération, bien sûr, tout à fait. Et là, du coup, ton massage va être plutôt comment par rapport au massage que tu fais avant une compétition? Ça va être le même ou il y a des trucs qui vont Alors, différer? ça va être le même, à une différence près, c'est que je vais peut-être être moins profond. Ok. Pourquoi du coup? Parce parce que ça dépend à combien de temps de la compétition, mais il peut y avoir encore des micro-lésions de la compétition. Et de ce fait, le massage va être beaucoup plus douloureux. Ok, ça marche. Bah, c'est super intéressant. Tout dépend de l'objectif aussi. Si maintenant il y a une douleur, on va traiter la douleur. Si maintenant c'est dans le cadre de la récupération uniquement, oui, je vais quand même faire attention de ne pas lui faire trop mal, quoi. Ok, bon, c'est hyper intéressant d'avoir ton avis, ton vécu sur ça, en tout cas, parce que moi, c'est pas un domaine, enfin, moi, je ne masse absolument pas, c'est pas du tout dans mon domaine. Et du coup, donc toi, tu interviens sur les compètes en présentiel, du coup, d'après ce que tu me dis. Et est-ce que dans les compètes et même dans les sportifs qui viennent te voir, est-ce que tu as une douleur récurrente qui revient assez souvent chez les athlètes qui viennent te voir? Est-ce que tu vois les douleurs d'épaule, c'est assez récurrent ou pas? Est-ce que tu as une tendance à dégager ou pas? Ici, au cabinet, je vois indéniablement beaucoup plus de douleurs d'épaule. Ça, c'est vraiment un gros pourcentage de ce que je peux voir au cabinet. Et Et pardon. je t'en prie. D'après toi, du coup, pourquoi les athlètes ont globalement souvent des douleurs d'épaule? De l'analyse que toi t'en fais en tout cas, sans que ce soit une vérité pure, tu vois.
Pourquoi plus les épaules? Bon, on est dans un sport de force. Il faut avouer que le haut du corps est beaucoup plus sollicité que le bas, parce qu'il est tout le temps sollicité finalement, même quand tu fais un soulevé de terre. Donc, du coup, je pense que c'est justement ça, la question de surcharge qui, euh, qui les amène à ça. Ok, donc c'est vraiment le fait que les athlètes soient pas assez progressifs et qu'ils exposent leur haut du corps à une... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un travail intensif sur le haut du corps, et peut-être un peu trop. Et comme le muscle n'est jamais en fait relâché, il est toujours en tension, eh bien, on accumule beaucoup plus de choses sur le haut du corps que le bas du corps. C'est mon analyse. Après, il n'y a pas que le sport, il y a le terrain aussi du sportif. Pas oublier qu'on ne parle pas de professionnels, hein, malheureusement, mais donc ils ont une vie à côté, un métier à côté qui aussi euh, influence beaucoup sur les douleurs. Et d'ailleurs, les athlètes que tu reçois au cabinet, quand ils ont une douleur, une blessure, est-ce que souvent ils se sont blessés à l'entraînement ou souvent c'est complètement annexé dans la vie en déplaçant un truc, en faisant un truc anodin? Est-ce que souvent les blessures vont être à l'entraînement ou dans leur vie? Bah, écoute, ça dépend. Mais c'est une super bonne question parce que finalement, pour ma part, le moment où ils se font mal n'est qu'un déclencheur, en fait. Je prends souvent l'exemple d'un vase qui se remplit d'eau, tu vois, avec le principe de la dernière goutte qui le fait déborder. Eh bien, je prends cet exemple pour montrer un peu la tension musculaire. La tension musculaire, tu l'accumules tout au long de ta vie. Et tout au long de ta vie, tu as des accidents, tu as des choses comme ça qui font que le vase se remplit plus ou moins vite. Et en fait, le meuble déplacé, quand tu fais 280 hauteurs, je t'ai entendu prendre cet exemple, eh bien, pour moi, le meuble, c'est le déclencheur, c'est la goutte d'eau qui fait déborder ce vase, tu vois, d'un point de vue de la tension musculaire. Effectivement, il y a tout un paramètre de ton analyse, hein, quand tu disais que son corps est habitué uniquement à ces mouvements, mais il y a aussi le facteur de la tension musculaire, et c'est parce que voilà, ça arrive à tout le monde aussi de ramasser ses clés et de se bloquer le dos. Tu vois, puis voilà. Donc pour moi, c'est ce principe-là. Donc, euh, typiquement, le moment où tu te fais mal, qu'il soit à la salle ou à la maison, c'est que le déclencheur, finalement. Ok. C'est marrant parce que, en tout cas, de mon côté, en fait, on travaille vraiment de la même façon en jouant sur le système nerveux. Toi, tu agis sur le système nerveux par le massage. Moi, c'est d'une autre manière. Mais en fait, comme toujours, c'est le système nerveux qui gère tout. Et si tu te fais mal en juste déplaçant une machine une machine à laver ou en te baissant pour ramasser tes clés, c'est que déjà, tu étais bien trop haut au niveau de ton système nerveux et que là, il en peut plus. Donc, peut-être qu'il va falloir revoir un petit peu le volume d'entraînement, le stress que tu as dans ta vie, à l'entraînement, etc. Et souvent, c'est des athlètes qui en font trop. Je sais pas toi, mais moi, en tout cas, quand je suis des athlètes de force, tu vois, en force, on est habitué à faire lourd, à faire vite, à soulever des trucs tout le temps, machin, machin. Et en fait, je constate que c'est bien souvent des athlètes qui ne se posent jamais et dès que tu leur demandes de faire des exercices, par exemple, de respiration qui sont hyper importants, ben, ils sont incapables de le faire, ou en tout cas, ça leur demande un effort. Et en fait, ils essaient toujours de mettre de l'intensité dans un truc qui est là pour les relâcher. Je ne sais pas si en massage, tu le constates, mais en tout cas, c'est un truc, à chaque fois, je dois vraiment un peu les éduquer, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, d'accord, mais je dois vraiment leur dire que c'est un moment de tu te lâches, tu relâches, on respire, etc., etc. C'est pas un truc de on respire fort, on contracte. Non, non, non. Et je trouve que ils ont beaucoup de mal à se poser, à relâcher parce qu'ils sont tellement hauts tout le temps qu'en fait leur système il est complètement ici en stress. Tu vois, c'est super dur de relâcher. Ouais. Moi, je le vois bien dans le massage. Euh, Par exemple, la personne contracte quand je veux rentrer plus en profondeur, tu vois. Donc, le muscle se contracte, tu vois, la personne qui est en apnée et qui arrive pas du tout à se relâcher. Et le système nerveux non plus, parce que typiquement, c'est du béton quelque part. Et même quand la personne pense être relâchée, le muscle est contracté.
tu vois. Mhm. Il- et en fait, oui, il faut éduquer, faut faire la connexion. Il faut arriver à leur faire faire la connexion entre le système nerveux ou la volonté et l'involontaire. Pardon. Mais oui, le système nerveux est tellement au taquet que parfois c'est hors de leur contrôle. Ah ben, ça, c'est sûr, de toute façon, c'est pas toi qui agis sur le système nerveux, c'est le système nerveux qui agit sur, sur toi. Oui, Et, complètement. du coup, donc tu pratiques des massages qui sont assez différents avant une compète, sur une compète, etc., etc. Toi, alors la massothérapie, c'est comme ça qu'on dit? C'est comme ça qu'on dit. Dans la massothérapie, il y a plusieurs types de massages, j'imagine. Toi, tu travailles avec quels outils? Je sais que tu travailles avec la cupping thérapie. Tu travailles avec quoi d'autre? Ben, essentiellement mes mains et les ventouses. Ok. Je fais, j'utilise parfois quelques outils de la médecine, d'autres outils de la médecine chinoise comme le moxa. Je ne sais pas si tu connais. Non, La pas du tout. moxibustion, non? En fait, c'est une plante qui a la capacité de chauffer et faire circuler. Donc, que j'utilise parfois sur des pourcentages de douleur que j'ai du mal à traiter à la main. Et souvent, bon, après, il y a ces notions de médecine chinoise qui sont un peu plus complexes, mais parfois, il y a du froid dans l'articulation. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ces principes. Le froid est un élément pathogène qu'on a souvent parce que le fait de glacer une articulation douloureuse, pour nous, en médecine chinoise, c'est très, très contre-productif, en fait. Et ce froid, pour nous, est tout aussi pathogène que la chaleur qu'on veut atténuer. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, suite à quelques traitements par le froid, il y a parfois du froid qui pénètre dans l'articulation. Et de ce fait, j'utilise ce qu'on appelle la moxibustion en médecine chinoise. Ok, d'accord, je connais pas du tout. Ok. Et est-ce que du coup, tu peux donner la différence entre le massage que tu vas faire avec tes mains et le massage où tu vas plutôt utiliser la ventouse? C'est quoi la différence? Alors, je vais toujours utiliser le massage et la ventouse, contrairement à ce qu'on peut voir chez les ostéos ou encore chez certains kinés, je ne les laisse pas poser, mais je les balade en fait. Et c'est avec ce geste en fait que je travaille surtout sur les fascias superficielles. Et je lève à la surface tout ce qui est toxine euh, qui est resté dans les adhérences ou dans les tensions, d'où les taches. Ouais, ok. Et avec tes mains, du coup, c'est un truc où tu vas aller plus en profondeur au niveau des tissus? Oui, oui, oui. Je vais aller jusqu'à trouver en fait la tension responsable de la douleur. Ok, et est-ce que tu as déjà vu, j'y pense parce qu'on parle de peau, de toucher, et du coup, est-ce que tu as déjà vu, est-ce que tu es formé à ça ou pas, mais est-ce que tu as déjà vu en tout cas chez des athlètes des tatouages qui pouvaient créer des restrictions ou des douleurs, où tu travailles pas du tout avec ça? J'ai jamais pu remarquer qu'un tatouage une seule fois, mais tu parles des restrictions au niveau musculaire, au niveau Ouais, mobilité? ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Non. J'ai déjà vu des tatouages où suite à un tatouage, il y avait des problèmes dermato, Mhm. mais pas de restrictions. Ok, Je l'ai jamais eu en cabinet ou je l'ai jamais vu en tout cas. ok. Ok, ça marche. Et une autre question par rapport au massage, du coup, j'ai plein de Je questions. t'en prie, vas-y. Le massage tel que tu l'utilises, est-ce que pour toi, il va régler une blessure ou alors ça va être le complément à d'autres outils que la personne va utiliser? Et est-ce que ça dépend aussi de la blessure de la personne? Non, non, ça va littéralement soulager de blessures et de douleurs. Ok, du coup, juste avec le massage, tu peux résoudre une blessure. Mhm. Bah, ça va dépendre de quel type de blessure tu parles. Si on parle de déchirure, c'est sûr que non. Il va falloir laisser guérir. Enfin, je veux dire.
De quel type de pathologie Une tendinopathie, par exemple, oui, je fais ça tous les jours. Ok, oui, c'est ma question, c'est pas une problématique en particulier, mais c'est de manière un peu globale. Est-ce que dans ta vision, le massage peut te permettre de résoudre vraiment une blessure en partant uniquement par le massage, tout en Oui. gardant en tête que ça dépend évidemment de la blessure en question? Bien sûr, il y a toujours des cas un peu plus complexes, mais dans la majeure partie des cas, comme je te disais, je vois les gens pour une douleur, souvent les épaules, mais après, c'est beaucoup les coudes, beaucoup les hanches, enfin, tout le reste aussi, hein, mais ça peut être toutes sortes de pathologies de l'épaule. Si on reste sur l'épaule, les tendinites, les bursites, les conflits sous-acromiaux, euh, les tendinites de la coiffe, enfin, toutes ces pathologies de l'épaule, en fait, qu'on peut retrouver, les névralgies cervico-brachiales, enfin, tout ça. Et je le fais tous les jours, et effectivement. Et c'est souvent des personnes, comme je te dis, je suis à la fin du parcours de la douleur. Donc, souvent, très, très souvent, ce sont des gens qui ont fait tout le parcours médical avec l'imagerie, avec la kiné, et qui n'ont pas eu de résultats concrets, voire pas du tout de résultats à leurs problèmes. Et du coup, comment est-ce que tu fonctionnes quand une personne vient te voir pour une tendinopathie, par exemple, à l'épaule, de manière globale? Comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que tu la vois une fois? Est-ce qu'elle doit venir te voir sur du long terme? Est-ce qu'elle a des exercices à faire à la maison? Comment est-ce que tu marches pour ça? Alors, je fonctionne à la séance. Dans un premier temps, donc on fait un bilan et j'essaye en fait, mon principe va être de voir pourquoi la personne a une tendinite, tu vois. Je vais en chercher la cause et je vais pas me contenter de la tendinite. Donc, du coup, il y a toute une anamnèse pour m'orienter sur la cause. Et donc, du coup, ça, c'est notre première séance, va se baser là-dessus, sur ce que la personne va me rapporter et sur ce que moi, je vais découvrir. Ensuite, à la deuxième séance, on va voir le résultat de la première, pour lequel on a souvent 50 voire 60% de mieux dès la première séance. Et de là, on va creuser un petit peu plus sur comment, si c'est une tendinite, pourquoi ce tendon est inflammé, tu vois. Mhm. Quel est le mouvement? Est-ce qu'il y a tous les mouvements sont bons? S'il est coaché, s'il n'est pas coaché, voir un peu aussi dans la vie de tous les jours, hein, pas seulement à l'entraînement, voir un peu pourquoi on en est arrivé là. Donc, en général, souvent, donc bien sûr qu'il y a des conseils hein, en fonction des réponses, en fonction de tout ce qu'il y a à corriger. Et souvent, au bout de 3 séances, on a fait le tour. Ok, et est-ce que la personne, tu lui donnes des exercices à faire à la maison autour de ses trainings, par exemple, ou pas du tout? Oui, oui, j'adapte j'adapte pas ces trainings, mais forcément, on va voir si c'est combinable avec le training. S'il est coaché, donc je vais passer un message pour le coach. Euh, et s'il n'est pas coaché, si la personne ne fait pas de sport, donc à la maison, non. Mais si la personne ne fait pas de sport, je lui demande pas de faire des exercices. Je préfère qu'elle s'oriente vers un coach. Mhm. Parce que quand on n'a pas l'habitude, rien ne garantit que le mouvement il est bien exécuté. Donc, au risque de faire pire, je préfère qu'elle fasse rien, la personne, tu vois. Et donc, sinon, oui, oui, je donne des conseils en fonction du problème de la personne, en fonction de son entraînement, de ce qu'elle fait. Voilà. Ok, donc toi, tu peux donner des conseils sur les mouvements de l'entraînement et est-ce que tu donnes aussi des petits exos de massage ou d'étirement à faire à la maison pour renforcer, entre guillemets, ce que tu as fait en séance ou pas du tout? Alors, oui, je peux donner des conseils sportifs, parce que j'ai été aussi coach, je suis diplômée, j'ai un diplôme de coach que j'ai fait avant. Donc, c'est une notion que je connais bien. Euh, et ta deuxième question, c'était, excuse-moi.
C'était, oui, du coup, est-ce que tu vas donner là des petits exercices Ah oui, bien d'automassage, sûr. d'étirement qui vont renforcer le travail que tu as fait en séance avec eux ou c'est un truc que tu donnes pas et tu te Si, complètement. consacres uniquement à la séance quand la personne vient? Non, non, non. Effectivement, je vais donner des conseils d'automassage, des conseils d'étirement, enfin, adaptés à ce qu'il y a besoin. Mais aussi, on va faire un petit tour au niveau des compléments alimentaires aux besoins. Tu vois? Je vais voir un peu si la personne, elle se complémente, s'il pourrait pas y avoir des carences également. Faut, parce que du coup, j'ai une vision un peu globale du corps aussi. Euh, donc, pour une pathologie musculaire, une personne qui, par exemple, vient me voir et qui a une fois une tendinite au coude, une fois à l'épaule, une fois à la hanche, euh, je m'intéresserai également à son état interne, tu vois. Surtout si c'est un sportif confirmé. C'est quoi que tu appelles état interne? C'est tout ce qui va être émotionnel, c'est lié à l'alimentation que la personne va avoir. C'est quoi que tu appelles état interne? Ben, les deux. Ok. L'état émotionnel, bien sûr que ça joue énormément, et également, bien sûr, son hygiène alimentaire. Sachant qu'aussi qu'on a tous plus ou moins des carences, surtout si avec l'alimentation d'aujourd'hui, c'est un peu... donc il est important de se complémenter et parfois certaines carences peuvent amener des douleurs au niveau au niveau musculaire, au niveau articulaire. C'est super intéressant que tu prennes l'individu en compte parce que bah, en tout cas c'est vraiment la vision que j'ai. Et il n'y a pas très longtemps, je donnais un séminaire et quand je parlais aux coachs qui étaient là, je leur disais en fait quand vous travaillerez avec vos humains et en fait ça faisait rire beaucoup de monde. Et en fait quand je travaille avec des athlètes, souvent j'utilise le mot humain parce que il y a beaucoup de coachs, tu vois, qui voient des athlètes et c'est OK, on est athlète et c'est un fait. Mais par contre, j'utilise le mot humain parce que pour moi, tu vois, tout ce que la personne elle a vécu, si elle a vécu des traumas physiques, émotionnels, etc., tout ça, c'est des trucs qui peuvent impacter sa motricité, ses douleurs, son mouvement. Et ça, c'est un truc que je trouve les coachs considèrent pas encore assez. Tu vois, souvent, ils voient que le truc, l'entraînement, le mouvement sur le moment T, et c'est OK, mais en fait, ils vont pas chercher plus loin. Ah, pourquoi l'athlète, il a une douleur qui revient tout le temps là? Pourquoi dans ces conditions d'entraînement là? Ça va pas, etc., etc. Et en fait, tout ce qu'on a vécu, tous les traumas qu'on a eus, le passé qu'on a eu, tout ça, ça joue vraiment sur le corps. Et ça, c'est un truc que bah, je trouve qu'on ne considère pas encore assez actuellement. Et pourtant, on est un humain avant d'être un athlète, tu vois. Et je trouve ça hyper cool que tu aies cette vision, en tout cas. Mhm. Ben, c'est vrai que les gens considèrent, les coachs les considèrent peut-être pas autant pour des humains. Et je trouve que c'est une super belle expression. Mais on ne leur enseigne pas non plus à l'être, tu vois. Et peut-être prenant le problème à la base, peut-être qu'il y a beaucoup plus de choses qui devraient être mises dans l'enseignement pour qu'ils puissent être un petit peu plus ouverts à d'autres choses, y compris sur les pathologies. Parce que je ne pense pas qu'en France, les coachs soient briefés sur les pathologies musculaires, et pas que je sache en tout cas. Et c'est bien dommage parce que ça les intéresse beaucoup. Bah ça, c'est le gros problème des formations de base, parce qu'on passe tous par là. Mais moi, le jour où j'ai le plus appris, c'est le jour où j'ai quitté la fac et où j'ai Mm. commencé à me former moi-même. Donc, j'entends bien qu'il y ait des bases anatomiques, physio, etc., etc. Ça, c'est OK pour un coach, c'est vraiment la base, mais on passe à côté de plein de trucs liés à l'humain, à ce qu'on est vraiment. Et c'est hyper dommage parce que c'est ça, en fait, qui, bah, en tout cas, moi, c'est ce qui me sert le plus aujourd'hui. Et vraiment, c'est quand j'ai quitté l'école que je me suis formée le mieux. Donc Oui. vraiment, c'est le problème des formations de base, quoi. Bah oui, c'est un peu comme quand tu as le permis, c'est pas parce que tu reçois le permis que tu sais conduire finalement. Tu vois? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le permis de conduire, hein, mais voilà, l'apprentissage se fait sur le terrain après. Ouais. Exactement. Et tout à l'heure, tu parlais de... Oui, voilà, tu t'intéressais aux compléments alimentaires, à l'alimentation de la personne, etc., etc. Est-ce qu'il y a une... Tu aurais tendance, toi, à conseiller certains compléments alimentaires pour
je ne sais pas si on peut dire ça, mais prévenir, entre guillemets, le risque de blessure dans les sports de force? Oui, le collagène, je viendrai, oui. Sport de force et même autre, Mhm. mais oui, le collagène. Ok. Tu saurais dire un peu ce que c'est et pourquoi tu le considères comme important pour les gens qui nous écoutent? Eh bien, au fur et à mesure, bon, l'excès de sport, mais même le temps qui passe, fait qu'on produit beaucoup moins de collagène et le corps a besoin de ce collagène pour à peu près tout son fonctionnement, si ce n'est que le glissement des tissus avec les fascias, les articulations, la peau, les cheveux, enfin tout ce qui est vieillissant dans le corps. Donc complémenter le collagène, c'est permettre au corps de s'user, de vieillir moins vite finalement, tu vois. Ok. Et du coup, Extrêmement important qu'on néglige, qu'on néglige, oui, peut-être par méconnaissance, je pense. bah, de toute façon, comme beaucoup de choses, Oui, de toute façon, en France, on est en retard sur plein de trucs. Et quand on se rend compte des choses, bien souvent, il est trop tard, entre guillemets. oui. Et Il y a la notion de pH aussi, d'acido-base. Tu connais l'équilibre acido-basique? Oui, ça aussi, quand les personnes viennent pour des douleurs récurrentes, enfin, on devrait tous se tester à ça et tous se rééquilibrer et faire toujours attention à cet équilibre. Mais c'est souvent quand les personnes ont des douleurs récurrentes que, qu'on s'intéresse au pH et qu'on rééquilibre ça aussi, c'est très important. Et du coup, c'est super intéressant tout ce que tu dis. Le collagène, donc tu le conseillerais plutôt pour ce qui est préventif, mais aussi pour tout ce qui va être renforcement du massage que tu vas utiliser pour la gestion de la blessure ou uniquement en prévention. Eh bien, les deux, parce que ça aura un impact dans les deux sens. Pour l'avoir expérimenté, en prévention, bien sûr, hein, c'est toujours mieux en prévention qu'après, mais en curatif, c'est efficace aussi. Ok. Et tu préconises, toi, de le prendre toute l'année ou par cure? Ça va dépendre bah, pour le sportif de haut niveau toute l'année. Ok. Ok. Et est-ce que tu connais, alors en tout cas de nom, c'est sûr, mais est-ce que tu connais l'argile verte pour tout ce qui va être blessure? Ok. Est-ce que tu peux en parler un petit peu rapidement pour les gens qui nous écoutent? Parce que ça a pas mal de bienfaits et comme plein d'autres trucs, c'est encore trop peu connu. Bon, et pourtant, c'est ancestral. Oui, je recommande beaucoup les cataplasmes d'argile verte. Ben, justement, on parlait tout à l'heure du chaud et du froid. Donc, effectivement, le système médical a tendance à traiter la douleur par le froid, chose qui pour moi est juste pas compatible. Mais voilà, quand il y a une chaleur pathogène, une tendinite, c'est une chaleur pathogène, eh bien, faut calmer ça. Au lieu de mettre du froid, je mets justement un cataplasme d'argile verte. L'argile a une nature froide, donc du coup, le fait de l'appliquer, elle va tirer la chaleur à l'extérieur, tu vois. Contrairement au froid, le froid va pénétrer pour calmer la chaleur. Donc voilà, dans ce cas de figure-là, c'est là que je vais préconiser euh, l'argile verte ou sur toute articulation gonflée, plutôt que de mettre du froid, mettre de l'argile verte. Ok, parce qu'en gros, l'argile verte ne pénètre pas comme la glace. C'est ce que tu dis, si j'ai bien C'est compris. ça. Au lieu de pénétrer, elle va tirer la chaleur. Tu vois. Ok, d'accord. Et du coup, toi, si tu travailles, enfin, tu travailles avec ça, l'argile verte? Je le conseille, ça m'est arrivé sur une personne qui s'est fait une entorse, qui a la cheville gonflée. Ça m'est arrivé de lui mettre un cataplasme le temps que je fasse mon massage. Ça peut m'arriver. Après, je le préconise très très souvent, oui. Mais pour d'autres choses aussi. Euh, Par exemple,
L'argile verte, tu peux aussi la boire. Je ne sais pas si tu sais. Pas du tout. Ah, Je connais les bienfaits de l'argile verte en cataplasme, mais à l'absorption, pas du tout. tu peux te faire un masque aussi. Oui, ça oui. Mais oui, alors ça va être très efficace sur tout ce qui est métaux lourds, tu vois. Ok. Donc c'est très, très sympa de savoir ça et effectivement de prendre une cuillère à café tous les jours dans un peu d'eau permet de réguler un petit peu. Enfin, l'argile va absorber les métaux lourds que tu as dans l'organisme. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que c'est un truc que tu vas utiliser pour tout ce qui va être régulation du pH, comme on parlait tout à l'heure, ou pas forcément? Non, pas forcément dans ce cadre-là. Non. Ok. Et t'en as déjà pris du coup de l'argile verte à boire? Oui, oui. Ok, ça a quel goût? En général, ce que je recommande, je me l'impose aussi. Ok. Et ça a quel goût l'argile verte quand tu la bois? Un goût de terre, c'est Ok. vrai, pas Ok. terrible, hein, mais c'est pas bon, effectivement. Mais bon, ça se boit bien. Ok, ça marche. Et j'ai une dernière question. Est-ce que tu préconises l'automassage chez les athlètes ou pas, en termes de bien-être, de prévention ou pas forcément? Et si oui, est-ce qu'il y a des moments plus propices que d'autres où le faire? Alors oui, bien sûr, je le recommande, au même titre qu'on recommande les étirements en entretien. Je les conseille, quand c'est des personnes que je vois, ben, je leur donne les conseils qui vont avec leurs problèmes, justement. Et je leur conseille pas de le faire, parce qu'on voit beaucoup d'automassage avant les entraînements. Mais comme je te disais, juste avant, faut savoir comment faire. Donc, pour tout ce qui est automassage, eh bien, je recommande de le faire le soir, en dehors des entraînements, à distance des entraînements, ou alors pendant les 2 jours de off. Si toutefois, ils ont 2 jours de off. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Et pourquoi, avant un entraînement, tu conseilles pas forcément de venir faire un automassage? Parce qu'un échauffement sera beaucoup plus efficace, tu vois. Et il faut surtout pas détendre le muscle. Donc, une balle de massage, euh, je dirais que vaut mieux pas essayer de détendre, surtout dans la force, quoi, tu vois. Donc, le pistolet de massage avant l'entraînement, ça n'a pas vraiment de sens. Et ça doit surtout pas remplacer l'échauffement. Ah oui, bien sûr. Et de toute façon, je le dis souvent, enfin, j'ai travaillé avec un athlète qui avait besoin de s'automasser pendant 40 minutes pour réussir à avoir une bonne flexion en squat et ça à chaque training. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais mec, mais il devait vraiment passer 40 minutes à se masser. Et je lui ai dit, mais mec, si tu dois passer 40 minutes à te masser pour avoir une depth correcte, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Et souvent, il y a des gens qui vont se masser pour réussir à atteindre une amplitude, à gagner un petit peu en liberté de mouvement. Et il se masse longtemps, longtemps. 40 minutes, c'est quand même beaucoup, tu vois. Et C'est en fait, énorme. ouais, ouais, c'est énorme, énorme. Et en fait, ça, il ne voit pas le problème. Si tu as besoin de te masser 30, 40 minutes pour avoir une liberté de mouvement de hanche, c'est qu'il y a un sérieux problème à prendre en compte, quoi. Oui. Et 40 minutes, tu viens déjà dans la détente musculaire, donc c'est pas très productif en fait. Donc là, Absolument. il y a un souci beaucoup plus important, bien sûr. Comme tu dis, il doit se poser la question et régler ce problème, parce que typiquement, tu n'as pas besoin. Et toi, parce que tout à l'heure, tu me disais une question qui me revient que j'avais oubliée. Tout à l'heure, tu disais que du coup, quand tu avais quelqu'un, tu faisais un bilan avec lui, un premier bilan. Est-ce que souvent les zones douloureuses vont être, de ce que tu vois, est-ce que les zones douloureuses vont être souvent là où il y a le problème ou est-ce que souvent ça va être la conséquence d'un problème ailleurs, tu vois? Est-ce que souvent tu vas voir qu'il y a des douleurs de dos, mais qu'en fait le problème vient des cervicales? Est-ce que tu as une tendance à dégager ou c'est vraiment différent? Non, mais je te dirais même que c'est pratiquement jamais, le problème n'est pratiquement jamais sur le lieu de la douleur. Mhm. C'est rare.
Du coup, quand c'est comme ça, comment tu agis? Est-ce que tu viens masser la zone douloureuse? Est-ce que tu viens masser la zone qui est problématique? Est-ce que c'est les deux? Comment tu fais? Bon, aujourd'hui, avec l'expérience, j'ai une petite idée, tu vois. Parce que dans mon bilan aussi, je vais demander quels sont les mouvements douloureux, tout ça. Donc, ça va déjà me donner une indication sur les muscles en question, tu vois. Et puis, avec l'expérience, je connais un peu tous les problèmes et comment, et où aller chercher. Mais typiquement, par exemple, une douleur d'épaule, c'est souvent l'avant de l'épaule qui va être douloureuse. Avec l'expérience, je sais déjà, je vais tout de suite regarder derrière. Tu vois. Mhm. Ça surprend parfois les personnes que je masse, mais oui, je vais déjà aller travailler derrière. Et là, du coup, c'est à la palpation. À la palpation, donc mon ressenti et surtout le ressenti de la personne. On échange beaucoup pendant le massage. C'est pas un massage détente, c'est un massage, un massage, un massage profond. Et donc, on échange. J'ai besoin du ressenti de la personne. Et puis, en même temps, ça me permet de lui faire remarquer, de lui expliquer et pour lui faire comprendre pourquoi il a mal devant. Et tu vois, tout ça fait partie. C'est important que la personne comprenne pourquoi elle a mal. Mhm. Ouais. Et typiquement, tout le monde est intéressé de savoir pourquoi il a mal. Ah bah oui, ouais, ouais. Ok, mais c'est vrai que souvent, tu disais que les gens, des fois, étaient étonnés. En tout cas, c'est un truc que moi, je vois beaucoup. Parce que très souvent, ce que je vois, c'est que les athlètes qui viennent me voir ont mal, genre au dos, mais en fait, ça vient souvent pas du dos. Et des fois, ils sont étonnés, ils viennent me voir parce qu'ils ont mal au dos. Et en fait, je les fais travailler sur la hanche ou le pied. Et puis, ils comprennent pas. Alors, je leur réexplique. Mais c'est vrai que on a tendance à avoir encore cette vision très localisée du corps, alors que tout marche bah, comme une chaîne, en fait. C'est ça, c'est ça. Tout est en sécurité, en fait, tu vois. Et après, forcément, si moi, les personnes, je les vois quand ils ont fait déjà tout un chemin médical. Donc, après avoir eu des infiltrations, ou bien parfois même des opérations qui n'ont rien changé, bon, s'il y a eu autant de spécialistes qui ont regardé sur l'avant de l'épaule, ça me semble plus qu'évident que je ne trouverai pas moi la cause à l'avant de l'épaule, quoi, tu vois. Donc, c'est logique de me dire, ça doit être ailleurs. Mhm. L'avantage de la palpation, c'est que c'est vachement moins cher qu'un IRM. Mais en plus, souvent, moi, ce que je dis, c'est que les imageries, c'est bien, ça permet d'orienter un petit peu le travail, mais des fois, tu peux avoir une imagerie dégueulasse et en fait, la personne n'a aucune douleur, et des fois, tu peux avoir une Mhm. imagerie hyper propre et la personne peut avoir des grosses douleurs, et parfois, l'imagerie, du coup, elle peut vraiment avoir un effet nocebo, tu vois. La personne, elle ressort de là, elle a des douleurs à l'épaule, elle passe une imagerie, elle a rien. Bah, souvent, le fait de ne pas avoir d'explication par l'imagerie, les personnes sont encore plus mal, elles comprennent pas pourquoi, c'est pire pour elles. Et souvent, je dis que les imageries, bah, c'est bien, ça permet d'orienter les choses, mais je trouve qu'en France, des fois, on a l'imagerie un peu facile. Un Tu peu vois, facile. t'as mal Ouais. là, scanner, t'as mal là, IRM, machin, machin, alors que des fois, Mhm. la Tout à solution, fait. elle est toute simple, quoi. Oui. Et encore pire lorsqu'on laisse la personne avec sa douleur sous prétexte qu'il n'y a rien à l'imagerie. Ouais. Malheureusement, ça arrive aussi. Du coup, pas de diagnostic, du coup, pas de traitement. Et ça j'en vois régulièrement aussi. Et ça, c'est bien dommage. Mais bon, effectivement, si on cible l'avant de l'épaule, si on n'y voit rien, dommage de ne pas aller chercher ailleurs, quoi. La douleur est là. Et malheureusement, on écoute ça aussi, c'est une chose importante, c'est qu'aujourd'hui, on n'écoute plus les sensations des gens, le ressenti. Pourtant, c'est notre meilleur, c'est notre meilleur guide pour tout ce qu'on peut faire. Exactement. Et comme on disait tout à l'heure, en fait, on travaille avec un humain. Donc, certes, C'est ça. à l'imagerie, il n'y a rien,
mais on sait qu'aujourd'hui, la douleur, c'est un modèle biopsychosocial. Donc peut-être qu'il n'y a rien au niveau structurel, mais peut-être que sur plein d'autres plans, il y a des choses qui posent problème, entre guillemets, et qui influent la douleur. Et encore une fois, le système médical, de manière globale, voit le truc de manière localisée. Il n'y a Tout rien à à fait. l'énergie, donc tu as rien. Mais non, si tu as mal, même si la douleur est dans ta tête, la douleur, elle est là. C'est qu'il y a un Oui, problème et c'est qu'il faut le traiter, en fait. ouais, complètement. Ouais, je suis d'accord. Et c'est très prétentieux de dire je vois rien, donc t'as rien. C'est c'est très restrictif quand même. Et Mais vas-y, je t'en prie. ouais, je disais le fait de dire je vois rien, donc il y a rien, mais vraiment psychologiquement pour des athlètes, ça peut être hyper dur à vivre et ça fait traîner Bien sûr. des douleurs des années et des années et des années, tu vois. Mais bien sûr. J'ai souvent vu des jeunes gens de 25 ans qui pouvaient plus s'entraîner tellement ils avaient mal. Mais tu vois, pour une personne, enfin, tu es sportive, à cet âge-là, je l'étais aussi à fond, à fond, à fond. Tu m'aurais dit t'arrêtes. Je suis déprimée. Enfin, c'était pas seulement ma vie sportive, c'était toute ma vie qui s'écroulait en fait. Et, euh, et ça, c'est une notion aussi que ben, quand ils ne traitent pas l'humain, mais quand ils traitent des cas pathologiques, c'est sûr que c'est des notions qu'ils oublient un petit peu, Un petit peu trop. un petit peu trop. Ouais. Oui, parce que finalement, la personne ne s'arrêtera pas forcément et du coup, c'est beaucoup plus dangereux parce que finalement, elle n'aura pas de suivi. Tu vois. Et puis, c'est une personne qui va compenser ailleurs et il va y avoir des douleurs qui vont survenir ailleurs, des compensations, des restrictions ailleurs et ça fait effet domino en fait. Ce qui aurait pu Ouais. éviter ne va pas l'être et ça va être, entre guillemets, pire avec le temps. Mhm. Mais la tendance est quand même, je trouve que les nouvelles générations cherchent beaucoup plus de par eux-mêmes à trouver des solutions. Tu vois. Mhm. YouTube, d'ailleurs, YouTube, je trouve que ça aide beaucoup parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses sur beaucoup de thérapeutes qui aident les gens à comprendre un petit peu chacun de son point de vue, mais de ce fait, tout le monde peut un peu se retrouver chez l'un ou chez l'autre. Et je trouve que ça, c'est un élément super important qu'il n'y avait pas avant finalement. Tu vois. Bah, sur ça, je te rejoins. Et de mon côté, ben, je propose des formations et je trouve que les coachs, les prépas physiques se forment de plus en plus à plein de trucs un peu novateurs en France, mais qui ne le sont pas Mhm. forcément pour d'autres pays. Donc ça, c'est cool. Il y a vraiment une ouverture sur ça. Mais après, de manière globale, la France, elle reste un peu en retard par rapport à d'autres pays et encore plus dans le milieu médical. Alors, il y a des médecins, des kinés qui sont très bons, mais il y en a peu, tu vois. Souvent, tu as le médecin de famille que tu vas voir, qui te connaît depuis 25 ans. Tu vas lui dire j'ai mal au genou. Il va te dire ah, mais c'est parce que tu fais du squat. Arrête. Sauf que c'est pas ça que ton athlète il veut entendre, quoi. Et puis souvent, Ah bah, non, l'arrêt, ça résoudra pas le problème, quoi. non, malheureusement, mais ici, c'est un peu, le médecin a un petit peu la parole d'évangile, quoi, tu vois. Ouais. Mais oui, par exemple, regarde, par rapport à mon métier, toi-même, tu savais pas trop comment me nommer parce que bah, ici, ça n'existe pas, la massothérapie, finalement. Il n'y a pas de formation qui mène à ce métier en France. Et aujourd'hui, les kinés, ben, quand j'entends des kinés très connus qui disent qu'aujourd'hui, on ne devrait plus parler de massage thérapeutique, je suis un peu surprise, tu vois, parce que finalement, le massage, c'était leur mission en Mhm. France, dans le milieu médical. Maintenant qu'eux ont laissé tomber ça, il n'y a plus personne qui se charge de la thérapie par le massage. Et c'est juste ici, en France, en fait. Pas que en France, j'imagine, mais dans plein de pays frontaliers, tu retrouves ça. En Asie, ça fait partie de la culture, tu vois. Mhm. Et en France, effectivement, le massage n'a pas bonne cote. Et pourtant, je dirais que on ne peut pas dire qu'un massage n'est pas efficace sans se poser la question de si on le fait correctement. Tu vois. Bien sûr que si tu traites une tendinite, si tu essayes indéfiniment de masser ta tendinite, forcément,
tu vas pas y arriver en massage. Par contre, si tu vas masser la cause, hein, eh bien, Mhm. tu vas libérer la tendinite. Dans ce cas de figure-là, le massage va fonctionner. Faut réviser. Pour moi, en France, il faut réviser un peu la place du massage dans la thérapie. Ok, et puis ensuite, j'imagine, enfin, c'est comme tout, tout dépend de à qui est-ce que ça s'adresse, tout dépend de la problématique de la personne. Bien sûr, bien sûr. Après, ça dépend de la problématique. Mais typiquement, des tensions musculaires, tu vois, un vase, tout le monde a rempli un vase dans sa vie, tu vois, dès l'enfance. Donc, l'importance de la tension musculaire dans la douleur, ou la proportion, quelle est la proportion de douleur qui est responsable par la tension, ça, c'est à voir, quoi. Ça serait intéressant de calculer ça. Ok, bah écoute, c'est hyper intéressant d'avoir ta vision sur tout ça. C'est hyper cool et j'espère que ça arrivera aux oreilles de plein de monde. Bah oui, bah oui. En tout cas, Euh, dis-moi. effectivement, si ça peut aider un petit peu le massage à remonter, et à aider les sportifs, parce que s'il est fait, s'il est bien fait, il correspond complètement à ce que tous les sportifs en attendent. Et dernière question, est-ce que ça t'arrive de travailler avec différents corps de métier, par exemple un kiné, un ostéopathe, un entraîneur, peu importe, ou est-ce que Mhm. pour toi le massage se suffit vraiment à lui-même pour tout, ou est-ce que tu travailles un peu avec d'autres personnes parfois? Oui, je travaille avec d'autres personnes, bien sûr. Chaque thérapie a ses limites. Et Mhm. pour ma part, les déséquilibres que créent les tensions euh, doivent être pris en charge aussi pour pas qu'il y ait de récidive, tu vois. Il faut rééquilibrer ça parce que ça crée un déséquilibre d'un point de vue ostéo, mais après, de ton point de vue professionnel aussi, tu vois. Donc, bien sûr, je travaille beaucoup avec les chiros. C'est voilà, c'est parce que j'ai déjà travaillé dans des cabinets de chiropracteurs et je connais bien leurs pratiques. Et voilà. Mais avec des coachs ou des prépas aussi, bien sûr. C'est trop bien. Souvent après avoir traité une douleur, si c'est des non-sportifs, par exemple, il faut que je les dirige vers un coach. Si c'est des sportifs qui sont coachés, je me réfère à leur prépa ou à leur coach. Tu vois, bien sûr. C'est ce que je dis souvent dans les formations que je donne, parce que moi, je forme des coachs sur la mobilité, la respiration et les réflexes archaïques. Et souvent, j'insiste vraiment sur le fait que les réflexes archaïques, c'est très bien, c'est un outil incroyable, mais par contre, il y a des limites et c'est pas un outil magique. La respiration, c'est pareil, c'est un outil qui est super, mais c'est pas un outil magique, il y a des limites à tout. Et souvent, il va falloir travailler. En fait, il va falloir réussir, en tout cas dans la réhab, de la manière dont je travaille, il faut réussir à sortir le bon outil pour la bonne personne. Et parfois, cet outil ne va pas suffire. Et là, c'est OK, il va falloir aller travailler avec un kiné, un ostéo, bref, et c'est pas grave en fait, parce que tout a ses limites comme tu le dis, et donc bah, des fois même toi dans le massage, tu travailles avec des chiros, un ostéo, etc., etc. Donc rien n'est magique en fait. Enfin, je mets vraiment l'accent Rien dessus. n'est autosuffisant. Je trouve qu'aujourd'hui, des fois, quand on dit ça c'est bien, les gens le prennent pour ah, ça c'est la solution, alors que ça peut aider vraiment, mais c'est peut-être pas la solution à tout, tu vois. Donc, je mets vraiment un accent dessus pour que les gens ne pensent pas à ah, le massage c'est la magie et c'est trop bien, tu vois. Enfin, c'est trop bien, mais c'est pas le truc magique. Voilà, en fait, après le massage, ça suffirait pas, en fait, effectivement, tu vois, ça suffit pas. Parce qu'effectivement, comme je te dis, ça crée des déséquilibres. Quand tu as mal d'un côté, tu as des tensions et que tu as une douleur d'un côté, forcément, tu compenses de l'autre. Tu vois, et donc déjà là, tu commences à créer un déséquilibre. C'est pour ça que d'ailleurs, je traite toujours les deux côtés. Mais effectivement, ce déséquilibre va engendrer autre chose. Par exemple, peut-être un déséquilibre des réflexes archaïques.
par exemple. Donc, toi, ton travail serait de rééquilibrer ça parce que les tensions ont déséquilibré ça. Mais peut-être que ça a encore déséquilibré d'autres choses sans que forcément il y ait une douleur. Tu vois, on ne le sait pas. Je pense que ça va bien au-delà de ce qu'on peut, de ce à quoi on s'arrête nous. Tu vois. On en revient à ce qu'on disait, on est un humain et puis tout influe sur notre Ça, système en fin de compte. c'est ça, c'est ça. Ben, écoute, Véro, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cet échange. On va couper, ça fait une heure à peu près qu'on Parfait. parle. Est-ce que tu veux rajouter un petit truc ou c'est OK pour toi au niveau du sujet de cet échange? Non, mais écoute, on a tout dit, j'imagine. Euh, Si je pouvais donner un conseil, je pense que je donne souvent ce conseil, mais voilà, parce que vous entraînez pas sur une douleur, adaptez et consultez, euh, qu'on soit débutant ou pratiquant, expérimenté, c'est important de prendre ça en considération. Et pensez à la récupération musculaire, aux soins du muscle, et pas juste à la performance. C'est pas Et dans notre éducation, mais je pense que toi et moi, on travaille pour rééduquer les gens aussi à la détente, voilà, au relâchement musculaire, au relâchement du système nerveux, euh, au parasympathique. Voilà, je pense absolument. qu'on Ouais, travaille là-dessus, voilà. Et on a toute une éducation à refaire, et voilà, donc pensez à tout ça, c'est très important. merci pour Le corps ces n'est pas qu'une machine, finalement. Merci pour ces belles paroles. C'est vrai que dans les sports, surtout les sports de force, on a tendance à l'oublier. On est toujours haut, haut, haut et on comprend pas qu'en fait, se relâcher, en fait, c'est OK et ça sert à la performance. Si tu es toujours haut, à un moment donné, ton système nerveux, il se crache, il en peut plus et c'est là que tu as des douleurs, des baisses de perf, etc., etc. Donc, merci pour ces belles paroles de fin. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi. Dis-moi, dernier truc, si jamais les gens veulent travailler avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, ils peuvent me retrouver facilement sur mon Insta, Vérographe, tout simplement, et me contacter, m'envoyer un message et mon numéro de téléphone ou mon adresse mail. Voilà. Ok, ben écoute, je te remercie d'avoir accepté de faire cet échange avec moi et puis ben merci à tous ceux qui nous auront écoutés. À salut! Merci. Salut.